Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Les escrologistes innovent, inventent, oui, la police des poubelles. Ce qui m'a inspiré cette petite réflexion. Si la police devait s'occuper des ordures, c'est du côté des politiciens qui auraient de l'ouvrage à faire et il va en falloir de la police pour sortir ce monde-là. Bonsoir et bienvenue à vous dans La France Libre, une émission du CNTF-CH avec Philippe et Jean-Pierre ce soir et vous-même, messieurs, dames, qui nous faites l'honneur de nous accompagner. Bonsoir, bienvenue. Merci, et merci de nous parler des poubelles en entrée de jeu. Chacun appréciera. Mais ça me fait penser à quelque chose de particulier. Il y avait à une époque, au moment où la Chine voulait réduire la population, elle avait inventé ce qu'on appelait chez nous la police des braguettes. Alors c'était amusant. Alors on n'est pas encore là, mais ça viendra peut-être, surtout qu'on a désormais un déficit démographique un petit peu partout sur la planète, en tout cas dans les pays industrialisés, y compris la Chine qui se retrouve en dessous du milliard désormais, malgré tout ce qu'on peut en dire. Il y a une inertie aussi au niveau des chiffres de ceux qui les regardent, donc on va attendre un peu, mais ça devrait être officiel dans pas longtemps, quand en dessous du milliard. Eh ben oui, c'est les conséquences de la politique nataliste ou non nataliste, on va dire, d'un enfant par couple. Et quand ces enfants sont majoritairement, comme ça a été le cas, des garçons, eh bien, ça coince un peu au portillon. Et tout ce qu'on ne sait pas deviner encore, c'est le sexe des enfants à la naissance. Alors, ça viendra peut-être, hein. Mais pour l'instant et jusqu'à maintenant, les Chinois ont été condamnés à regarder naître des garçons plus qu'il n'y avait de filles. Et donc forcément la natalité va chuter plus vite, voilà. Et ce qui peut expliquer également, d'ailleurs, puisqu'on en est là, que il y ait un problème immobilier. Ils avaient sûrement, les Chinois, anticipé un besoin immobilier énorme, même malgré la baisse de la natalité. Et là, ils se retrouvent avec un effet queue de poisson, si je puis dire, sur la démographie, qui fait que, bien subitement, il y a plus de gens, il y a plus personne pour habiter ces beaux immeubles. Et ces beaux immeubles, ça a coûté l'équivalent de la construction de la presqu'île de Manhattan, à peu près, quoi. Donc, c'est plus que beaucoup. Ça justifie le déficit et la dette chinoise actuelle, qui est à peu près la même que celle des Américains. Voilà pour la petite histoire. Voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Est-ce que Jean-Pierre a des choses d'entrée de jeu à nous dire? Oui, alors, pardon pour l'aspect un peu impressionnant de mon apparence. Ça m'amuse un petit peu parce que je vous avais demandé pendant 2 émissions de me reconnaître à la justesse de mes propos et à la façon de les penser, de les dire et de les appliquer. Donc, mon visage n'ayant pas d'importance, je m'amuse un peu, mais c'est un amusement un peu forcé. Donc, je vous prie de m'en excuser si ça vous trouble et de vous en amuser si vous pouvez. Eh ben, écoute, on s'en amuse pas, mais tu nous intrigues. Si tu voulais nous faire deviner des choses, chercher à nous faire deviner des choses, c'est réussi. Alors moi, j'ai envie de demander, Jean-Pierre, es-tu dans le désert? Non, je ne suis pas dans le désert. Et par rapport aux poubelles, j'ai entendu ce mot, j'ai vidé les poubelles par passion pour savoir ce qu'il y avait dedans pendant des années. Je n'ai plus à les vider puisque on m'a octroyé de me donner les invendus de plusieurs magasins, les invendus alimentaires biologiques. Ce qui me permet de donner aussi, de partager ma nourriture avec beaucoup de gens. Donc, les poubelles, je les connais. Et j'estime que tant qu'il y aura une poubelle, il y aura un pauvre sur Terre. La poubelle n'est pas quelque chose de logique. La nature recycle tout. Le singe mange une banane et il jette la peau dans la nature et qui s'en délecte. Mais l'humanoïde invente des choses qui ne se dégradent pas naturellement. Et donc, nous remplissons, enfin, les peuples nantis de la Terre remplissent les poubelles pendant que d'autres ont faim. C'est une misère. Alors, j'ai un peu hâte à ce qu'il n'y en ait plus des poubelles et à ce que les gens donnent ce dont ils n'ont pas besoin à des organismes compétents pour les recycler. Merci. Très bien, Jean-Pierre, nous allons regarder l'actualité en images. Alors justement, ça va me permettre d'annoncer le sujet du jour. Sécuriser les citoyens français contre quoi? Par exemple, contre les acteurs de la crise Covid qui sont actuellement jugés responsables mais pas coupables. C'est l'actualité en images et on se retrouve juste après. Si on vous invite Gérard Davet et Fabrice Lhomme, c'est parce que vous vous êtes plongé dans un dossier judiciaire de 5 ans et de plus d'1 million de documents, la gestion de la crise du Covid-19 en France. Responsable mais pas coupable, c'est en tout cas l'avis de la Cour de justice de la République, puisqu'aucun des 3 anciens ministres poursuivis
n'a été mis en examen. Et bienvenue à vous, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. C'est quand même la première question, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de révélation, on va venir dans le détail, mais c'est vrai qu'on se dit, au fond, ces 3 juges d'instruction, cette commission d'instruction de la Cour de justice européenne, qui ont travaillé pendant 5 ans, le dossier vient juste d'être clos. Vous y avez eu largement accès. Tous ces ministres ne sont pas mis en examen. Et très probablement, vous l'écrivez, il y aura un non-lieu général. Donc on se pose tout de suite la question, au fond, pourquoi publier quasiment tout le dossier, mais avec votre regard, si personne n'est coupable ? Alors on a entendu effectivement ces commentaires quand la CGR a dit que l'instruction était close. On a entendu des commentaires, y compris de collègues, qui disaient tout ça pour ça. Et on peut entendre ce commentaire-là quand on n'a pas eu accès à ce dossier. Mais le fait est que nous y avons plongé nos cerveaux en ébullition pendant de longs mois. Et en fait, en consultant ce million de documents, on a découvert des perles incroyables, des documents qui montraient par A plus Z que vraiment il y a eu faillite d'État sur nombre de dossiers de documents. Et alors, ce qu'il est compliqué de faire comprendre effectivement aux auditeurs ou aux lecteurs, c'est est-ce qu'on peut être responsable et ne pas être coupable pénalement ? Ben oui, c'est fort possible. Alors je ne sais pas si vous avez regardé le titre de l'émission, c'est Le juge et l'assassin. Alors il faut bien comprendre que l'assassin c'est le Covid-19. Hein. Ah, d'accord. Alors que le juge ne serait que complice, alors. Alors effectivement, Le juge et l'assassin, qui est un titre d'un film des années 70. Moi, ce que je voudrais dire par rapport, commenter à partir de ça, c'est qu'on a eu aussi des échos concernant la commission parlementaire. Alors, je sais pas, c'était français, c'était franco-français. A priori, c'était pas la même chose que de ce dont ces 2 messieurs parlent, sauf erreur de ma part. Et dans cette commission parlementaire, enquête parlementaire concernant les conséquences de la Covid, il s'est dit un certain nombre de choses, s'est fait un certain nombre de choses, et on s'est aperçu que, effectivement, il y avait eu truandage sur à peu près toute la ligne. Alors, ça ressemble fort à ce que ces 2 messieurs nous exposent, mais j'ai cru comprendre que c'était au plan plus européen. Alors, je ne sais pas. Donc, c'est soit 2 choses différentes, soit la même chose. Mais toujours est-il que dans un cas comme dans l'autre, eh bien, on se trouve face à des exactions évidentes et qui ne sont pas suivies des faits. Parce que les juges, ma foi, ils regardent à gauche quand il faut regarder à droite. Hein. C'est pas la première fois que nous avons ce genre de conclusion. Et dans la sécurisation des Français, des citoyens français que nous invoquons dans le titre de cette émission, sécuriser les citoyens français, il nous semble au sein du CNTFCH que rendre une justice juste, passez-moi ce pléonasme, eh bien, ce serait pas mal, quoi. Ce serait pas mal. Voyons ce qui se passe, par exemple, du côté des États-Unis d'Amérique. Eh bien, Monsieur Trump vient de nommer une dame que on va nommer, qui s'appelle Madame Pam Bondi. Alors, Pamela, je suppose, Bondi, c'est son nom de famille, qui est désormais, et grâce à Trump, est confirmée par les sénateurs, la majorité des sénateurs, comme c'est la règle aux États-Unis. Eh bien, elle est confirmée comme procureur général des États-Unis d'Amérique, des USA. Alors, procureur général des USA, c'est pas un petit poste, c'est carrément le top, là. Sauf que, en l'occurrence, elle est bien, on va dire ça comme ça, elle est très bien connue et en bien par Monsieur Trump, qui l'a choisi, tout simplement, et à qui il va confier la première mission d'aller démonter tous les messieurs et les dames qui ont fait la chasse à Trump à l'époque où le juge à ce poste-là n'était pas du côté de Trump. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis clair dans mes explications. Donc c'est soit un effet de vengeance, soit c'est un effet plutôt de nettoyage. C'est-à-dire que quand on a affaire à des gens qui sont d'une si mauvaise foi, qui vous lancent des attaques sans fondement, avec des arguments qui tiennent pas la route, et que vous perdez votre temps et votre vie à essayer de leur répondre devant les tribunaux, c'est une action dilatoire qui consiste à faire perdre son temps et son honneur aussi éventuellement à des gens qui sont pourtant blancs comme la neige. Alors Monsieur Trump a trouvé le moyen d'être blanc comme neige dans ces affaires-là, ce qui fait qu'il a été condamné à rien du tout, malgré la ténacité des juges d'en face. Et aujourd'hui, eh bien, il a avec lui donc cette dame Pam Bondi qui devrait renforcer l'édifice, j'ai envie de dire le cuirassé Trump, qui est un navire qui vogue sur les flots, et qui est de plus en plus endurci et qui est de plus en plus agressif aussi vis-à-vis de ceux qui ne sont pas d'accord avec tout le projet de Monsieur Trump. Voilà. Donc aujourd'hui, on assiste à un certain nombre d'actions faites par Monsieur Trump, un certain nombre de documents signés par lui sur un tas de sujets. Alors le but du CNTFCH n'est pas de se raccorder à la meute
il n'y a pas de péjoration dans ce que je dis, hein, mais au grand nombre des personnes qui font buzz et qui font leur travail, tout simplement d'information auprès du grand public sur ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Et il se passe beaucoup de choses. On parle de souterrain, on parle de trafic humain, on parle de plein de choses. Voilà, le but n'est pas forcément là au sein du CNTFCH. On essaie toujours d'avoir une vision un peu plus globale, et on se dit voilà comment nous les Français aujourd'hui, comment on se met en sécurité par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et en particulier aux États-Unis, mais pas que aux États-Unis, puisque Monsieur Trump aussi nous parle de la France de temps en temps. On apprend que sa réunion avec sa rencontre plutôt avec Monsieur Macron lors de l'inauguration de Notre-Dame de Paris était très politique, avec des choses très très importantes dont on n'a pas tous les détails. Donc si on n'a pas les détails, on ne donne rien, on dit rien, c'est pas la peine. Mais bon, on se doute bien qu'il n'était pas venu à cette inauguration-là juste pour manger les petits beurres, hein, voilà. Donc voilà. Et donc ce qui nous intéresse, c'est comment l'équipe France, quand je dis l'équipe France, c'est la bande à ceux qui sont au gouvernement et qui sont tous plus hétéroclites les uns que les autres, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 12 partis, si j'ai bien compris, politiques, hein, qui sont représentés dans l'hémicycle, et le plus important c'est le RN, mais ils sont à peu près, ils sont à peu près à niveau les uns les autres, qui fait que chacun d'entre eux est faiseur de roi en cas d'élection, et surtout faiseur de dissolution si jamais ce qui est proposé par le Premier ministre ne convient pas à l'un d'entre eux. Donc on est rentré dans une logique purement républicaine qui nous fait penser à la 4e voire la 3e République, où on sait très bien qu'on ne sortira pas de ce jeu-là tant que M. Macron n'aura pas donné sa démission et qu'on rebattra pas les cartes depuis le début. Donc attendons-nous encore à des fluctuations, et c'est à cause de ces fluctuations que les Français sont potentiellement en insécurité. Je dis pas danger, hein, je dis pas d'autres mots, mais la sécurité et l'insécurité, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement de quoi demain ça sera fait. Est-ce qu'il faut acheter de l'or? Est-ce qu'il faut vendre ceci? Est-ce qu'il faut déménager? Est-ce qu'il faut partir ailleurs? Alors on voit des réactions très très caractéristiques chez les chefs d'entreprise, hein, qui carrément ont accusé le coup lorsque M. Macron leur a promis une augmentation des impôts. Donc évidemment, certains ont dit c'était bien, c'était la dernière fois que vous me voyez. Le prochain coup, j'irai planter ma tente aux États-Unis d'Amérique, où on me fera des impôts à 15%, voire 10% selon les cas, au lieu des 30 ou 40% qu'on me promet en France. Ce qui est d'un réalisme forcené. Alors pourquoi est-ce que la France ne devient pas, elle aussi, le paradis fiscal que M. Trump veut faire des États-Unis d'Amérique? Ça, c'est du dogme. C'est du dogme. C'est-à-dire que nous, on partage tout, et on va bientôt partager les miettes de pain, hein, puisqu'il n'y aura plus grand-chose. Alors il y a effectivement le volet social qui en France est très important, qui explique en partie seulement les prélèvements sociaux et les prélèvements des impôts qu'on nous assène en France. Et on est le pays où il y a le plus de contributions sociales, hein, et où il y a le plus d'impôts au monde, pas dans le quartier, hein, au monde. Donc évidemment que ça pose question, et on s'aperçoit que malgré ces prélèvements obligatoires, etc., eh bien, on n'a jamais été en France aussi mal servi par les services publics, que ce soit les services hospitaliers, la santé, que ce soit l'administration en général, la rencontre avec l'administration qui devient de plus en plus problématique. Donc voilà. Donc aujourd'hui, la France est en train de pleurer ce qui faisait sa gloire il n'y a pas si longtemps, hein, comme quoi là, c'était un pays où il faisait bon vivre, il faisait bon se faire opérer à l'hôpital parce que c'était pas cher voire gratuit, etc., etc. Et aujourd'hui, malgré les ponctions, le mot n'est pas trop fort, supplémentaires qui sont faites, eh bien ça ne suffit pas. Alors ça suffit pas à quoi? Ça suffit pas à payer la dette nationale. Mais cette dette nationale, elle est tellement énorme que nous sommes dans un risque. Je dis bien un risque d'être transformés, nous Français et la France, dans une sorte d'annexe, voire de département de l'Europe de Bruxelles, et j'ai envie de dire l'Europe de Washington, hein, faut pas hésiter. Hein. Alors monsieur Trump, pendant que lui il renforce son cuirassier, hein, de l'autre côté de l'Atlantique, nous on désassemble le nôtre. Hein, voilà. Alors par exemple l'énergie électrique, qui faisait aussi notre fierté avec notamment la production nucléaire, eh bien on s'aperçoit qu'on la paye presque plus cher que les Allemands qui l'achètent chez nous. Ah bon, d'accord. Ah oui, mais c'est une péréquation, parce que les Allemands, on leur doit des sous, donc ils se payent comme ça. Hein. Et oui, mais à un moment donné, je veux bien qu'on soit à la limite de la faillite, mais tant qu'on n'est pas failli, les huissiers sont pas chez nous encore, hein, normalement, hein, sauf si je me trompe. Eh bien, il semblerait que dans certains domaines, les huissiers sont chez nous et que déjà, ils prennent les meubles, ils voient ce qu'il y a d'intéressant chez nous et ils partent avec, hein, tout simplement pour se payer. Alors que ce soit avec l'électricité ou que ce soit avec d'autres prestations,
Voilà. Et je crois que monsieur Trump a ciblé la France en ce qui concerne notamment le cartel bancaire, pour dire que c'est dans ce cartel bancaire qu'il y a le plus, je dirais, c'est en France qu'il y a le plus de banques raccordées à l'État profond. L'État profond, c'est une expression que tout le monde ne connaît pas forcément, ou alors vous en avez entendu parler, mais c'est cet État par lequel qui vient par-dessus l'ensemble des États et qui a un projet avec des hommes parfaitement identifiés, comme messieurs Schwab, comme toute la, je dirais, une partie du système bancaire américain avec la Fed, le président de la Fed, Réserve fédérale, qui n'a ni une réserve ni fédérale. Voilà, tout ça mis bout à bout, eh bien, on s'aperçoit que nous sommes nous-mêmes Français en risque de voir se déliter notre beau pays, celui en lequel on croit toujours, que ce soit son existence divine suite au passage de Jeanne d'Arc, il y a plein de gens qui pensent ça, que ce soit d'autres choses, et que ce soit notre histoire avec la Révolution française, notre culture avec le bien manger, le bien boire, le bien tout ce qu'on veut. Effectivement, on a tout ça. Mais aujourd'hui, ça ne produit plus suffisamment de richesse pour payer la dette extérieure. Voilà. C'est la raison pour laquelle Monsieur Macron et ses équipes ont trouvé, en tout cas Monsieur Bayrou, pour le nommer lui, Premier ministre, a trouvé comme idée d'augmenter les impôts, non plus chez nous parce qu'on est déjà étranglés, nous, c'est-à-dire les particuliers, mais dans les entreprises qui elles disent, vous ferez sans nous la prochaine fois, quoi. Voilà. Donc on en est là. Donc le danger il est là. Donc quand nous disons sécuriser les citoyens français, il faut faire en sorte, nous, au sein du CNTFCH, de contribuer à une sécurisation, déjà en informant, comme nous on le fait ce soir, et puis en disant les petites astuces, les petites astuces pour que nous soyons pas trop étranglés, quoi. Mais les petites astuces au quotidien, ça va 5 minutes, mais ça ne fait pas une stratégie. Et les stratégies, il y en a plus vraiment, quoi. Donc nous sommes ouverts aux 4 vents, nous sommes un gouvernement ouvert aux 4 vents, potentiellement démissionnaire, potentiellement libérable, c'est-à-dire que on va dire à l'équipe en place, merci beaucoup, mais voilà. Après, la question qui va se poser, c'est qui va-t-on mettre à la place? Alors je laisse la parole à Jean-Pierre qui a levé la main. Je n'ai pas mis mon... Voilà. Merci beaucoup. J'ai entendu parler de dette. Or, une dette n'existe que dans la mesure où elle a été librement consentie par toutes les parties. Le peuple français n'ayant pas été concerté, les biens publics ayant été vendus contre l'avis du peuple ou sans l'avis du peuple, ces ventes ne comptent pas, ces dettes ne comptent pas. Elles n'ont été contractées que par des usurpateurs qui ont pris la parole au nom du peuple de France. Donc la France n'est pas en dette, c'est la République qui est en dette et la République est défunte. Alors évidemment, ça peut poser problème. Toutefois, compte tenu qu'il y a vol et recel sur les biens du peuple français, eh bien cette dette, selon mon point de vue, est nulle et non avenue. Merci d'avoir entendu. Je reprendrai la parole tout à l'heure si vous le voulez bien. Alors je vais reprendre aussi, c'est possible, si ça vous dérange pas les amis. J'ai entendu usurpation et nul et non avenu. Alors c'est très bien parce que ça va me permettre de parler justement de l'usurpation d'identité qui se fait actuellement au plus haut niveau de l'État. Et une fois qu'elle sera reconnue, eh bien évidemment toutes les choses qui ont été prises, les décisions qui ont été prises donc par ce gouvernement seront nulles et non avenues. La liberté, c'est pour bientôt. Wow. Alors moi je voudrais simplement dire que bravo à Jean-Pierre parce qu'il a pas coupé dans ma feinte qui consistait à faire croire que nous allons être dans les malheurs parce que nous n'avons plus d'argent et que nous avons des dettes. Mais effectivement, depuis 2008, comme nous ne répétons peut-être pas assez souvent, il y a eu forfaiture, il y a eu un coup d'État, le mot n'est pas trop fort. Voilà, et il faut se souvenir que nous n'avons plus de constitution. Tout pays qui n'a pas la capacité à faire respecter ses lois et qui n'a pas non plus la capacité à répartir les 3 pouvoirs de façon déterminée, eh bien, est un pays qui n'a pas de constitution. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de constitution? Nous, c'est qu'effectivement, on n'a pas été capable d'assurer, de protéger le droit. C'est la première partie de la phrase. Tout simplement, lorsqu'on nous a imposé par voie des représentants du peuple, ce qui avait été voté par voie référendaire, c'est-à-dire par le peuple, 3 ans auparavant, il avait été dit que non, et 3 ans après, par les représentants du peuple, il sera dit que oui.
Donc ça, c'est une forfaiture et c'est une non-protection du droit, une non-garantie du droit. Donc ça rentre tout à fait dans cet article 16 que j'ai évoqué à l'instant de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. J'aime à le rappeler de temps en temps. Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes plus dans je dirais, dans une république de droit, quoi. Hein. Voilà. Voilà, c'est ça. Hein. Donc aujourd'hui, on pourrait s'accrocher à d'autres choses. On pourrait dire, bah oui, bah regardez par exemple la commission parlementaire dont on a parlé tout à l'heure, qui a été truffée d'erreurs, truffée de malveillance, truffée de choses qui ne sont pas incompatibles avec le droit et la justice. Donc tout ça, ça peut suffire. Mais voilà, on s'appuie sur ce moment fondateur pour nous, en tout cas, c'est notre choix de 2008. Voilà. Et donc, grâce à cette constatation, à ce constat que nous nous n'avons plus de constitution, donc tout est patraque. Quand on n'a plus de constitution, tout est par terre. Ça veut dire qu'il faut en recréer une autre. Ça veut dire qu'il faut recréer un régime politique carrément. Hein. Et voilà. Alors c'est pas forcément la sixième République, Dieu nous en garde. Hein. C'est pas du tout ce que nous appelons de nos voeux au sein du CNT-FCH. Non, ce que nous appelons de nos voeux, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus galvaudé malheureusement et trop entendu et mal compris, qui s'appelle la démocratie. Voilà, mais la vraie, hein, pas celle qu'on nous met devant les yeux en disant on a de la chance, on est en démocratie. Bah non, on n'est pas en démocratie. Je vais donner un exemple. Tout le monde râle aujourd'hui parce que dans certaines villes de France, eh bien, si on roule avec son véhicule qui a plus de 15 ans et qui n'a pas la bonne vignette critère, on est puni. On est puni, mais on n'est qu'un pourcentage parmi d'autres véhicules en France qui eux ne sont pas punis. Donc il y a plusieurs façons de voir la loi, quoi. Voilà. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai voté moi pour que s'applique cette règle qui m'est tombée dessus du jour au lendemain? Non, j'ai pas voté pour cette règle. Mais qui a voté pour cette règle? Eh bien, quelques personnes de nos représentants, dont on ne saura jamais les noms, ou très peu, ou très difficilement. Et finalement, on a l'impression que la règle, elle a été votée en loge. Vous voyez ce que je veux dire en loge, hein, c'est-à-dire en dehors de l'Assemblée nationale et probablement dans des instances sinon supérieures, en tout cas tout à fait cachées et loin de nos regards, quoi. Hein. Voilà, donc ça se passe en arrière-plan et nous, on n'a rien vu, rien entendu, on a voté pour rien du tout. Si nous étions en démocratie, on aurait voté pour ça. On aurait dit aux gens, bah, vous savez, vous avez une voiture qui pollue, vous pouvez la garder, et par contre, dans telle zone, eh bien, vous paierez une surtaxe ou vous paierez tout simplement une amende. Bon, on aurait peut-être dit oui si jamais on était tous avec des foulards dans la rue en train de marcher et de se couvrir le nez avec des foulards pour éviter la pollution et de tousser comme des malades. Hein. Mais j'ai beau me retourner, je vois pas ça. Et en plus, quand je demande des chiffres sur la pollution, on me dit bah non, mais la pollution, elle arrête pas de baisser depuis 4-5 ans. Ah bon, bah ben alors pourquoi on court après pour un mal qui n'existe pas ou qui n'existe plus. Voilà, donc il y a toute une série de questionnements qui sont évités du fait qu'on oublie de nous consulter tout simplement. Hein. Et je suis sûr que si les Français avaient été consultés, allez, je suis pas grand clair, mais je pense qu'ils auraient dit non merci, pas celle-ci quoi. Une autre peut-être, mais pas celle-ci quoi. Pas cette disposition-là. Voilà, c'est que là où nous en sommes, voilà où il faudrait sécuriser les citoyens, parce que demain, ce sera peut-être pas seulement un petit pourcentage des rouleurs, des gens en voiture qui subira ce fait-là, mais ce sera peut-être la moitié de la France, puis après 4/5e, enfin on les voit venir, comme on dit, hein. Ça sera généralisé partout. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de tester? Bah, tout simplement notre capacité à pas être d'accord et à le faire savoir, quoi. Voilà. Voilà ce qui rentre dans la catégorie sécuriser les citoyens français, quoi. Est-ce que je cède la main à qui le veut? Oui, je la veux bien. Question de sécurité, la vraie sécurité est engendrée par la conscience des dangers et la conscience des possibles qui permettent d'éviter les dangers. Alors, la conscience, évidemment, les oppresseurs du passé, je ne peux pas appeler ça des gouvernements, hein, puisque gouverner, c'est prévoir et mettre son énergie et sa force au service du bien-être de chacun et de tous. Eh bien, ils ont fait tout pour éviter que les individus aient de la conscience. Juste la conscience d'un consommateur qui va se dépêcher d'acheter n'importe quoi et le mettre à la poubelle le plus vite possible pour en racheter d'autres. Alors, c'est là-dessus que je m'appuie. Avoir conscience de mes peurs, et sont-elles proportionnées
aux réels dangers. Et quels sont les réels dangers? Il y a une histoire comme ça, c'est un pilote d'avion qui était inquiet parce qu'il n'y avait pas de train d'atterrissage était en panne. Et il s'est pas rendu compte que, à force de tourner autour de la ville en attendant que le train d'atterrissage se mette à sortir, il épuisait ses réserves d'essence. Donc, où est le danger? Où est le véritable danger? Et c'est ça qui apporte de la sécurité. Le danger, pour ma part, j'estime que c'est dans l'inconscience qui a été cultivée depuis des dizaines, des centaines d'années, voire des millénaires. Merci d'avoir entendu. On utilise beaucoup le terme sécurisé en politique pour beaucoup moins de liberté habituellement. On va vous donner de la sécurité. Citoyens français, bah évidemment, ne sortez plus de chez vous et tout ira bien. Absolument. Et puis on peut basculer à nouveau vers du côté de l'autre côté de l'Atlantique. On dit de l'État profond, ce qu'on appelle l'État profond. Encore, je vais pas le redéfinir à nouveau. Hein. On lui doit quoi? Bah, du terrorisme. On lui doit du terrorisme dans le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient, enfin dans tous les endroits possibles. C'est eux qui détiennent les cordes, les ficelles, qui tirent sur les ficelles pour déclencher telle ou telle action terroriste. Voilà, c'est connu. Hein. Quand je dis eux, c'est qui? Bah, c'est la CIA essentiellement. Voilà, la CIA qu'on va retrouver d'ailleurs très bientôt sur le banc des accusés du fait de Monsieur Trump. Encore, on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais elle est vraiment dans le viseur, cette CIA. Il a été, comment dirais-je, demandé à un certain nombre de personnels de cette honorable institution de ne pas venir travailler lundi parce que pour eux c'est fini, quoi. Donc voilà, ils vont recevoir leur chèque et puis au revoir messieurs dames. Donc ils vont purger. Et ils vont purger, c'est-à-dire que soit ils vont les remplacer par d'autres personnes, soit ils vont mettre autre chose, ils vont remplacer la CIA avec d'autres règles par une autre organisation, ce qui est tout à fait possible. Faisons confiance à Monsieur Trump sur ce plan-là. Alors, ce qu'on doit à l'état profond, donc j'ai dit le terrorisme, on doit les guerres, on doit la modification du climat, on doit la finance frauduleuse avec la réserve fédérale, n'est-ce pas, l'argent dette, ce qu'on appelle l'argent dette, dont nous sommes tous malades, voilà, tous n'en mourraient pas, mais tous étaient atteints, comme dit le poète, mais c'est vraiment ça, hein, voilà. Les maladies qui guérissent jamais, la diminution de la population, voilà, l'immigration dangereuse, voilà. L'état de stress des populations, le trafic humain d'organes, voilà, et voilà tout ce qu'on doit à l'état profond qui, de mon sens, justifie pleinement que les Américains en particulier ne se sentent pas en sécurité. Voilà. Alors la sécurité, ça fait partie des choses aux États-Unis qui est largement sous-traitée aux citoyens. Souvenons-nous que dans un amendement dont j'ai oublié le numéro, il est donné aux Américains le droit, parfois même le devoir, j'ai envie de dire, d'avoir une arme chez lui, quoi. Voilà. Il y a des endroits où c'est presque recommandé. Alors, est-ce que c'était par rapport à l'époque en question, les attaques d'Indiens, les choses, etc. Pas du tout. Ça n'a pas été pensé contre une attaque extérieure, mais plutôt contre une attaque intérieure d'un gouvernement qui voudrait devenir tyrannique et contre lequel il ne resterait plus au peuple pour se défendre que la solution armée. On est quand même pas loin de ça, quoi. Hein. Si Monsieur Trump n'avait pas été élu, il n'est pas exclu qu'il n'y ait pas eu des émeutes, voilà, à coup de revolver. Manque de chance. Tout a été prévu par avance par le Deep State, et eux sont armés pour faire la guerre quand les citoyens sont armés pour chasser les taupes ou pour chasser des animaux. C'est pas le même niveau d'armement non plus. Il faut pas rêver. Voilà. Donc, on en est là, et on se pose la question, mais Monsieur Trump est en train de faire des redécoupages, hein, et là, il est en train de faire des redécoupages internationaux avec le sol, hein, un redécoupage du sol. Il veut envoyer les Gazaouis en Égypte ou en Jordanie, mais il veut pas qu'ils restent chez eux. Alors, est-ce que c'est pour sauver leur peau? Parce que de toute manière, ils sont voués au massacre de Monsieur Netanyahou, dont on ne comprend pas très bien d'ailleurs comment Monsieur Trump peut être copain, ami, sourire par devant, en tout cas avec Monsieur Netanyahou, alors que ce monsieur est attendu par la Cour pénale internationale lorsqu'il sort de chez lui. Or, à ma connaissance, il est bien sorti de chez lui puisqu'il était aux États-Unis. Donc, il a été sous la protection du président américain pendant son voyage aux États-Unis, alors que normalement, il aurait dû être arrêté par les gendarmes ou par la police internationale ou par qui est habilité pour ça. Bref. Donc voilà, donc tout ça conduit à des inquiétudes, à des interrogations.
Voilà, et sécuriser les citoyens français, ça nous paraît important avant de leur promettre des annonces sensationnelles, parce qu'il va y avoir des annonces sensationnelles, mais sensationnelles dans tous les sens du terme. Ça va être extravagant, comme ça va être extrêmement heureux, quoi. Voilà. Donc il faut s'attendre à ça, tant mieux, hein, tant mieux, mais ça va secouer et il y a des habitudes qui étaient prises depuis des dizaines d'années, depuis pratiquement la Deuxième Guerre mondiale, qui vont tomber, quoi, hein, voilà. Et la référence ne sera plus l'État, il va falloir penser l'État autrement, très probablement. Là, je fais un peu le visionnaire, hein, mais je suis pas tout seul à penser ça. Repenser l'État, le rapport entre l'État et le citoyen. On a souvent parlé de l'énergie dite libre. Si demain l'énergie devient libre, on aura besoin de beaucoup moins d'État. Voilà. Donc il va falloir s'adapter avec tout ça. Donc c'est des moments joyeux, mais il y aura des temps d'adaptation. Donc on va attendre tout ça avec grand bonheur. Donc je laisse la main à qui la veut. Oui, je veux bien. Je t'ai entendu, Philippe, parler de terrorisme. J'aimerais revenir sur ce mot. C'est le culte de la terreur. Or, qu'avons-nous vécu depuis 2020 particulièrement, mais bien avant, hein. Il faut savoir que les nouvelles étaient, le générique des nouvelles était fait sur une accélération ou un ralenti des Dents de la Mer. Vous voyez, le film pour terroriser les gens. Fait, oui. On a fait donc, là-dessus, oui. Voilà, le culte de la terreur, cela s'appelle le terrorisme tout simplement. Donc, ce ne sont pas des troupes de montagnards qui n'en peuvent plus d'avoir faim, qui ont l'apanage du terrorisme. C'est tous les gens qui veulent nous terroriser avec des pseudo-maladies, des pseudo-virus. Définition du mot virus, poison. Hein. Alors, il y a eu effectivement beaucoup de virus dans notre atmosphère, dans notre nourriture, dans les colorants des médicaments, dans énormément de choses. Il y a eu des virus, des poisons, des métaux lourds qu'on nous a mis à tour de bras pour colorer, soi-disant, les choses. Hein. Donc voilà, le terrorisme, c'est le culte de la terreur. Donc, cultivons la paix, l'amour, la joie et le terrorisme disparaît. Merci d'avoir entendu. Comment faire arrêter le terrorisme? Eh bien, tout simplement en n'ayant pas peur. Je n'ai pas peur du terrorisme, je n'ai pas de terreur, donc le terrorisme n'existe pas. Voilà, il n'y a pas que la méthode Coué, mais la méthode Coué, c'est une sorte d'ancêtre de la pensée créatrice. Et donc, il faut être effectivement un petit peu dans le sens de demain, quoi. Comment demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça qu'il faut penser les choses. Ne plus rester dans le pessimisme, ne pas rester dans la peur, savoir que tout va bien finir. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aime à dire à nos auditeurs. Que nous sommes, nous, pas du tout partie prenante dans quoi que ce soit. Faut surtout pas se méprendre, hein, qu'on n'ait pas des visites de gens qui s'imaginent qu'on sait des choses avant les autres. C'est pas le cas. On se contente d'analyser ce qu'on voit, ce qu'on entend, et puis de notre petit background en matière de ces sujets-là. Et puis surtout de notre implication. Hein, donc voilà. Alors ce qu'on peut quand même faire, c'est dire à tous ceux qui nous écoutent que nous sommes joignables. Alors joignables par l'adresse mail que je vais vous donner, qui s'appelle contact.info@conseilnational.fr. Conseil national en minuscule, et ça c'est tout attaché. Je répète. contact.info@conseilnational.fr. C'est l'adresse à laquelle vous pouvez nous poser des questions, demander à être appelé, etc., etc. Et dès qu'on est en possibilité de le faire, on vous répond dans les meilleurs délais. Voilà, mesdames et messieurs, avant que il va être l'heure de conclure. Donc, messieurs, dames, s'il vous plaît, pour le week-end, restez vigilants et surtout prenez soin de vous. Et on aura le plaisir de se retrouver à partir de lundi avec une nouvelle édition de La France Libre, une émission du Conseil national de transition français, Canal historique. Merci Philippe, merci Jean-Pierre, merci à vous également. Excellente soirée, excellent week-end.